Eh bien, on va démarrer. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Arnaud Bouzy, je suis product manager chez Smart Testing. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va se dérouler en deux parties. Une partie slide où on va voir un peu les sujets. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un IDE pour les développeurs? Qu'est-ce que ce serait qu'un IDE pour les testeurs? Et qu'est-ce qu'est Jest, donc notre produit, pour répondre à ce besoin d'IDE? Donc, vous avez sur votre écran, j'espère que vous m'entendez d'une part, et d'autre part, vous avez la possibilité de poser des questions en cours de route. Donc, il y a une petite icône de questions, vous cliquez dessus, vous pouvez taper votre question et à la fin, on se gardera 5-10 minutes pour répondre aux questions. Et voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc, la première chose, c'est, nous sommes Smart Testing, et qui sommes-nous? Alors là, il n'y a pas la totalité de l'équipe, hein, on est à peu près une vingtaine de personnes. Alors moi, je suis le petit gars avec, alors on voit pas du tout, mais c'est Shakespeare que j'ai devant, là, avec le t-shirt blanc, sur la droite. Et juste à côté de moi, il y a Anne Kramer qui a monté la première version de ce webinaire et qu'elle avait fait en anglais, donc que je vais refaire en français. Ça explique le fait que dans les slides, il y aura des copies d'écran qui sont en anglais pour la plupart. Voilà, donc la question, hein, pourquoi est-ce que les testeurs auraient besoin d'un IDE et qu'est-ce que c'est qu'un IDE? En fait, ce qu'on constate, hein, c'est que au fil des années, alors vous avez vu ma photo, moi je suis pas tout jeune. Quand j'ai commencé à travailler, je faisais du développement et la notion d'IDE n'existait pas en fait, ou elle était vraiment très embryonnaire. S'il y a des gens de mon âge qui ont fait du développement, il y avait Turbo Pascal par exemple, qui était un truc qui était disponible et qui était vraiment un tout début de ça. Et petit à petit, au fil du temps, les développeurs ont construit hein, leurs environnements et fait en sorte que leurs outils soient disponibles au jour le jour, beaucoup plus productifs qu'avant. Par contre, les testeurs, ben non, ça n'a pas vraiment évolué, donc on va voir ce qu'il en est et ce que ça donne. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un IDE? Alors, ça c'est une définition très générale qu'on trouve sur Wikipédia. Hein, donc IDE, c'est l'abréviation de Integrated Development Environment. Mais grosso modo, oui, l'objectif est d'augmenter la productivité des programmeurs, mais il y a aussi un aspect soulager les développeurs de tout ce qui peut les freiner dans leur développement. C'est-à-dire que si on donnait aujourd'hui à des développeurs les outils que j'avais moi quand j'ai commencé ma carrière, donc un traitement de texte, même pas un traitement de texte, un éditeur de texte simple, ça serait la révolution des chaumières et personne ne voudrait travailler dans ces conditions. Donc c'est un outil de productivité du point de vue global, mais c'est aussi un outil de satisfaction en fait au quotidien pour les développeurs. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? C'est pas du tout exhaustif, hein, mais qu'est-ce qu'on va trouver dans un IDE? Eh ben, on va trouver des outils de travail sur le code, ça c'est normal, et des outils de connexion avec le reste du monde finalement. Donc en matière de travail sur le code, on va avoir des choses sur mettre le code en forme automatiquement. Alors c'est beaucoup aidé par le fait que comme c'est un langage de programmation, il y a des mots-clés hein, du langage qu'on va retrouver. Donc, un éditeur sera spécialisé pour un langage particulier. On aura aussi du contrôle syntaxique direct, hein, intégré à l'éditeur, qui sera aussi avec des mises en forme particulières. On aura de l'autocomplétion, du genre, je vais appeler une fonction particulière, ça va me proposer les fonctions qui
commence par les caractères que j'utilise. On aura des éléments de drag and drop, c'est assez classique, on va les retrouver partout. Des gestions de dépendance au sens, je suis en train d'écrire une classe, elle dépend d'autres classes. Qu'est-ce que ça implique et comment est-ce que ça va se traduire à côté de mon édition, dans mon édition. Et puis la partie gestion de configuration, ça c'est quelque chose de très très classique. Hein. On va gérer à l'intérieur de l'environnement de développement les liens avec le référentiel global de manière à ce que une fois qu'un développement est, quelle que soit sa durée, hein, est fini, on peut pousser, faire en sorte que les autres développeurs y accèdent. Ensuite, il y a une partie debug, hein, c'est important évidemment dans la vie du testeur. Donc, comment est-ce que j'exécute mon programme, comment ça se passe, quelles sont les valeurs des données à l'instant T, je me fais un break à un endroit, etc. Et puis, ce que j'ai appelé des automates, c'est-à-dire des choses qui sont en relation pardon, avec l'extérieur. Donc, gérer le build. Et puis, dans certains cas, générer du code, ou alors intégrer des snippets, hein, ça c'est des choses qu'on va trouver régulièrement. Et puis, évidemment, exécuter mon application sans sortir de l'IDE. Alors, qu'est-ce que les testeurs ont à leur disposition? Pas énorme en fait. Donc, en gros, éditer un scénario de test, écrire un scénario de test, c'est prendre un éditeur de texte à peu de choses près, hein, et puis débrouillez-vous. Donc, toute la mise en forme est manuelle. Alors, il y a du contrôle orthographique, mais ça va pas aller très loin. Généralement, c'est des éditeurs tout à fait standards qu'on va trouver. Hein. Il y aura un peu de mise en forme comme un traitement de texte, mais sans plus. Et puis, un aspect qui peut être utile, qui est quand même important, c'est la gestion de la traçabilité, hein, avec des exigences, avec des user stories. Là, ça va être fait complètement manuellement. En matière de debug, alors, si on écrit dans un traitement de texte, ça n'a pas tellement de sens. Et en matière d'automate, on n'aura rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait finalement, j'appelle ça l'idéal idéal, mais juste pour faire l'image, qu'est-ce qu'on voudrait avoir, et comme par hasard qu'on va trouver dans Yest, c'est des éléments beaucoup plus larges là-dessus au service du testeur finalement, avec de la mise en forme automatique, et on va détailler tous ces éléments-là. Hein. La mise en forme automatique, l'autocomplétion, du drag and drop, évidemment. Alors ça, le drag and drop, ça se retrouve hein, quand même dans un certain nombre de référentiels de test. On va avoir du drag and drop, mais plus ou moins large. De l'analyse d'impact, puisque quand même, il y a un aspect très important quand même pour nous tous, qui est la maintenance des scénarios de test. Et l'analyse d'impact, c'est clé là-dedans. Une traçabilité qui soit plus gérée, et puis de la gestion de configuration si le besoin s'en fait sentir. En termes de debug, alors ça c'est lié à la façon dont on va travailler derrière, on aura aussi cet aspect analyse au pas à pas, donc à l'intérieur d'un scénario de test, qu'est-ce qui se passe en termes de données, et puis la validation des données au sens, qu'est-ce qu'on fait de nos données, est-ce qu'on s'en sert, est-ce qu'on s'en sert pas. Et puis des automates, donc intégrés à Yest, on va trouver la génération des scénarios de test, en fait, donc on va passer un peu dessus, hein, mais à partir de parcours applicatifs, on va être capable de générer des tests, et puis générer les jeux de données associés à ces tests, et évidemment, ce qu'on appelle nous la publication, c'est-à-dire s'intégrer avec des référentiels de tests. Les tests qui sont conçus à l'intérieur de Yest seront ensuite exportés, donc on dit publiés, vers le référentiel de test que vous utilisez, de manière à ce que vous puissiez exécuter ces tests à la suite. Donc si on regarde ces différents éléments, la mise en forme, alors au-dessus, là, on a du code dans un IDE, hein, en l'occurrence c'est IntelliJ, hein, l'environnement qu'on utilise nous. Et donc vous voyez qu'il y a des mots-clés, hein, public final class, ça c'est des mots-clés du langage, hein, c'est en Java. Donc tout ça c'est coloré d'une certaine façon.
j'ai une donnée globale, là, publisher diff registry, qui colorie de bonne façon, etc. Donc on va trouver dans le code une mise en évidence simple et claire de un certain nombre d'éléments qui seront plus propices à la compréhension du code. En dessous, on a ce qu'on voit apparaître dans Jest. Donc, à la différence d'un langage de programmation, bah, dans un test manuel, il n'y a pas de mots-clés. Mais par contre, ce qu'on utilise dans Jest, c'est la notion de donnée qui va apparaître ici. Car year of first circulation, ça c'est une donnée qu'on va manipuler à l'intérieur de Jest, qui va être valorisée selon les scénarios de test, et qu'on va faire réapparaître ici pour simplifier la lecture. Ensuite, l'autocomplétion, ben, de la même façon, hein, à l'intérieur d'un environnement de développement pour les développeurs, comme il y a des mots-clés, on va trouver de la complétion automatique directement. Ici, je tape give et puis ça me propose Steven. Ben, sur Yes, on va avoir un peu le même esprit, sauf que cette fois, c'est avec des phrases complètes, puisqu'on n'est pas dans le domaine du mot-clé. Donc, comme je tape un petit bout de texte sur, ici je suis dans le cas d'action par rapport au résultat attendu, on va aller proposer au testeur de réutiliser quelque chose qu'il y a déjà dans le projet, donc dans lesquels on va trouver les lettres qu'il a déjà tapées. Et donc ça permet d'accélérer grandement la saisie, et puis ça permet de factoriser finalement l'écriture, hein, d'avoir toujours la même écriture pour la même action, ce qui est quand même plus simple et plus agréable que d'être obligé d'aller faire des copier-coller pour être sûr qu'on a le même texte. Drag and drop, bah ça c'est quelque chose que, alors ce qu'on a en dessous, hein, dans la partie arborescence, hein, c'est quelque chose qu'on trouve sur un certain nombre de référentiels de test, sur lesquels il y a des arborescences, sur lesquels on peut faire ça. Donc ça c'est quelque chose qu'on trouve hein, aujourd'hui pour les testeurs. Mais on a au-dessus un exemple de, bah, je prends une étape de test et hop, je la drag pour la mettre dans le déroulé de mon scénario. Et ça peut être appréciable pour modifier un scénario en cours de route. Donc, ce que j'ai appelé l'analyse d'impact, en fait, il y a deux parties. Il y a une partie qu'on va appeler du refactoring, finalement, celle qui est en bas à droite, qui consiste à, quand je modifie un texte quelque part, ben, ça va aller propager cette même modification ou pas, hein, vous voyez qu'il y a deux options, dans le reste de ces usages. C'est que, donc, en termes d'IDE pour les développeurs, on trouve ça quand on renomme une opération, par exemple, ben, on va changer son nom, mais on va pas le changer juste localement dans sa définition ou dans son utilisation. On va dire, bah, hop, allez, on va la rappeler sous ce nouveau nom. Et ça, l'air de rien, ça gagne énormément de temps, évidemment. Chose qui n'existait pas quand j'étais petit. Et puis, en haut, on a quelque chose qui nous est propre, finalement, à nous testeurs et propre à Jest, enfin, aux outils de modèle-based testing, hein, en matière de mise à jour, qui est, ben, je modifie ce qu'on voit sur la droite, donc le parcours applicatif. Je vais modifier des choses à l'intérieur, on verra dans le détail ce que ça représente. Et du coup, mon scénario de test devient invalide au regard de ce qui a été modifié. Donc j'ai une évolution fonctionnelle, hein. Donc je vais la représenter mettons, au niveau du parcours, dire bah tiens, c'est plus cette valeur-là, c'est telle autre. C'est plus cette présentation-là, c'est plus cette étape-là, c'est telle autre. Et donc ça veut dire que ça va avoir un impact sur mes scénarios de test, et donc IST va nous aider à corriger ça. Vous voyez qu'ici, là, les deux premières étapes, elles sont constantes, hein, elles marchent toujours finalement, et la troisième, bah, il y a un souci. Et donc il y a un petit bouton là, voir les propositions valides, qui va permettre de proposer des corrections de manière automatique sur le scénario test. Donc ça aussi, ça va être un élément de productivité très important et qui évite aux testeurs de
relire chacun des scénarios de test qui ont été écrits, se poser la question est-ce que celui-là est impacté ou pas, etc. Ensuite, encore quelque chose qui nous est particulier, hein, c'est la traçabilité. Donc, à l'intérieur de Yes, on va pouvoir consulter les éléments avec lesquels on veut et créer des éléments de traçabilité. Donc, ici, on a des user stories. Et on va pouvoir dire, bah, voilà, cette user story, elle va être implémentée à cet endroit-là, à l'intérieur de, de notre description des tests à concevoir. Et ensuite, ça deviendra un lien de traçabilité au moment où on fera la publication. Ça deviendra un élément de traçabilité entre l'exigence ou la user story effectivement à l'intérieur de un set de test et le scénario qui aura été fait. Enfin, gestion de configuration. Gestion de configuration, donc en haut à gauche, là, on a ce qui se passe dans IDEA, dans IntelliJ, dans un référentiel, dans un IDE pour les développeurs. Donc, je vais pouvoir décider. Alors là, c'est dans le cas de Git, donc je vais pouvoir faire un commit, c'est-à-dire je vais pouvoir fabriquer une mise à jour des fichiers par rapport à ce qui est disponible pour les utilisateurs, pour le serveur, sur le serveur, pour les autres utilisateurs, pour les autres développeurs. Et puis, voilà, je vais pouvoir piloter toutes ces fonctions-là directement à partir de l'environnement de développement. De la même façon, à l'intérieur de Yes, on va trouver des fonctions qui vont nous permettre de pousser ce qu'on a fait sur un serveur Git. On utilise Git aussi sur Yes. Et puis récupérer ce qu'ont fait mes petits copains, voir ce qui s'est passé sur le projet depuis que j'ai fait ma dernière synchronisation. Donc on aura ces fonctions-là qui seront directement relayées à l'intérieur de Yes et qui permettront de faire les mises à jour depuis l'outil. Donc après les fonctions de manipulation directe, on a aussi donc en termes de debug, alors même si le terme n'est pas tout à fait exactement adapté pour nous, il y a tout de même un peu cette notion-là, c'est-à-dire que je vais écrire un parcours applicatif dans lequel je vais avoir des données qui seront manipulées. En fonction de ce que j'ai écrit, je peux avoir eu un certain nombre d'erreurs, donc je vais vouloir regarder si ce que j'ai écrit est bien conforme à ce que je voulais faire, et souvent sur les données, peut-être que j'ai fait des erreurs, et donc il faudra que j'analyse ça. Donc on a plusieurs outils par rapport à ça. Alors il y a une espèce de debug statique qui consiste à dire je vais aller voir si mon parcours est globalement correct d'un point de vue statique, c'est-à-dire il y a un certain nombre de contrôles statiques qui peuvent être faits. Et puis, d'une certaine manière, dynamiquement, par rapport à un scénario donné, je peux regarder et voir quelles sont les valeurs de mes données à l'intérieur de ce scénario et à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui ont été déjà calculées, d'autres qui ne le sont pas. Ici, dans les minimum, ça n'a pas été valorisé pour l'instant, avant cette étape 4. Vous voyez que on va choisir la valeur avec l'étape 4 Increase Premium, qui est représentée ici comme une possibilité avant l'étape 4. Donc il pourrait se faire que non, on ne puisse pas utiliser la valeur Increase Premium, auquel cas il y aurait un problème sur la conception de ce test, et donc ça va aider à comprendre pourquoi et corriger. Et puis là, on a aussi un autre mode de contrôle statique, éventuellement, donc vraiment du niveau du debug, mais qui a quand même beaucoup d'utilité par rapport à cette utilisation de données. C'est ici j'ai une donnée au timer qui n'est utilisée nulle part en fait. Donc j'avais prévu ça, je m'étais dit tiens, pour la mise en circulation d'une voiture, il me faut ces 4 valeurs possibles, donc je peux les avoir écrites avant. Et puis finalement je constate que je ne me suis pas servi de celle-là, donc j'ai peut-être des questions à me poser sur les différentes conditions que j'ai mises en place. Et puis en matière d'automates, on va avoir trois ici, on a ce qui se passe dans les trois cas où je fais la génération des scénarios de test.
donc à partir de mon parcours applicatif. Ici, là, sur la droite, c'est un exemple hein, de ce qu'on peut faire en matière de publication, c'est-à-dire que là, c'est la publication à l'intérieur de X-Ray. Je vais aller, je vais prendre les scénarios de test que j'ai conçus à l'intérieur de YEST, et puis je vais aller les projeter dans mon référentiel de test à l'intérieur de X-Ray. Et enfin, j'ai ici en dessous hein, la génération des jeux de données, donc à partir de données qui ont été explicitées, hein, des données physiques qui sont manipulables par chaque scénario, eh bien, on pourra produire des jeux de données adaptés et donc exécuter les scénarios avec ces jeux. Voilà, et ben c'est le temps d'aller voir une démo. Donc, alors on va partir là-dessus. Hein, hop, je vais changer. Passer sur YEST. Voilà. Donc là, j'ai un exemple de projet hein, très simple hein, qui me sert en démonstration tout le temps. Hein, en fait, le projet importe peu. Hein. L'idée ici, c'est de regarder les aspects, comment dire, édition qu'on va trouver à l'intérieur de YEST. Comment est-ce que, en termes de référentiel de test, on va pouvoir s'interfacer, publier. Et je m'aperçois d'ailleurs que j'ai pas lancé mon gérant d'histoire, je vais aller le produire ailleurs. Et puis comment je vais mettre en musique les fonctionnalités d'IDE dont on a parlé. Alors, pour expliquer un peu rapidement hein, la façon dont fonctionne YEST, pour ceux qui ne connaissent pas, donc j'ai ici un parcours applicatif, c'est-à-dire que ça va représenter les successions des actions que je vais effectuer à l'intérieur de mes tests. Donc c'est un projet de crédit à la consommation. Bah, dans mes tests, je vais commencer par vérifier les données du crédit, vérifier les données du client, signer et enregistrer le contrat, et puis ça s'arrête là. Et puis, dans certains cas, je vais aller vouloir créer mon client à la volée à l'intérieur de mon CRM, mettons, pour pouvoir ensuite aller faire la vérification de ces données clients. Donc, voilà, le principe est là. Ça, c'est la représentation graphique donc, qui décrit l'enchaînement de mes étapes de test à haut niveau. Hein. Et puis, en dessous, bah, par exemple, pour la vérification des données du crédit, je vais avoir des cas à tester, hein, de manière très classique. Ici, je vais représenter les données qui vont participer à la définition de ce cas, hein, donc en fonction du montant, en fonction du type de bien, de la durée du crédit, bah, mon crédit sera accepté ou refusé, c'est ça que je veux vérifier. Hein. Et donc chaque ligne ici va représenter des cas à tester, avec une description textuelle de ce que je vais afficher finalement à l'intérieur de mon scénario de test. Et puis ensuite d'autres informations, hein, on va pas tellement détailler là-dessus, mais on va avoir par exemple ici un lien de traçabilité avec une user story, ce qui va me permettre de ensuite propager cette information-là jusqu'à la publication. Et donc, voilà, je vais décrire ces éléments-là. Et donc, la première chose que on va pouvoir voir, hein, c'est la génération de scénarios de test. Donc, à partir de cet ensemble-là, on a exprimé les différents cas testés sur la vérification des données du crédit, sur la vérification du client, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit tester là-dedans? Finalement, la génération va nous permettre de produire des cas qui vont illustrer chacun des cas à tester. Donc ici, vous voyez, j'ai mon scénario de test textuellement représenté avec les données qui sont valorisées ici et comment ça se déroule là graphiquement en correspondance. Donc tout ça, ça a été produit, mais c'est pas forcément exactement ce que je veux. Donc ça a été généré par YEST, donc par essence en utilisant des données qui sont acceptables. Mais est-ce que ces données-là sont véritablement celles dont j'ai besoin en tant que testeur? Parce que ici, vous voyez, j'ai une valeur de 201. Le montant était exprimé entre 200 et 2000, mais ça fait pas exactement c'est pas exactement la valeur que j'aurais voulu. Donc, je peux très bien aller éditer cette valeur. Hein.
je vais mettre 1799 ici, voilà. Et ça fait plus grande distribution, et puis ça correspond plus à ce que mon client m'a demandé comme type de test. Voilà, donc même si la valeur choisie était bonne, je préfère en mettre une autre. Donc là, je peux simplement éditer ça, hein, et du coup, mon test, il revérifier, recalculer, et donc tout va bien. Donc ça, c'est la partie production de mon scénario de test. Et puis, à partir de là, alors je vais me brancher sur hop, un Jira. Et je vais aller en fait publier les scénarios de test dans mon référentiel. Alors ici, j'ai un projet sur lequel je vais aller pouvoir générer des scénarios de test X-Ray. Hein, je vais utiliser X-Ray comme exemple, mais ça marcherait dans d'autres cas. Donc je vais me connecter en reprenant l'adresse du serveur. Donc la première fois que je fais ça, je vais avoir indiqué ces informations-là. Hop. Je monte l'arnaud. Voilà, je vais choisir le projet sur lequel je vais je vais prendre voilà, projet vidéo. Donc je peux parcourir les différents projets sur lesquels je me trouve. Voilà. Et je vais aller publier mes scénarios de test tout simplement. Donc il va fabriquer des scénarios qui reprendront le contenu de ce que j'ai créé dans l'Est et qui vont me produire mes scénarios. Voilà, ici, si je reprends mon scénario salarié, je vais retrouver, alors il faut que je clique là-dessus pour voir le détail. Voilà, je retrouve avec mon montant de 799, vérifier que le crédit est valide, etc. Donc là, toute la partie écriture à l'intérieur du référentiel de test, création des tests ici, et également création, dans mon cas, d'un test set qui les rassemble, bah, tout ça, ça a été pris en charge par IEST, et donc c'est du travail en moins au quotidien. Alors, ce qui va se passer à partir de là, c'est que finalement, on va mettre à jour ces éléments. On peut les mettre à jour pour plusieurs raisons. Je peux m'être trompé quelque part. Il peut y avoir des évolutions fonctionnelles. Donc, c'est ça qu'on va voir pendant la suite. Et donc, je vous parlais d'analyse d'impact et de refactoring. Bah, par exemple, on peut dire, bah oui, mais le texte que j'ai mis là, il n'est pas très explicite. Par exemple, au moment de la vérification des données du crédit, là, vérifier que le crédit est valide. Ce qu'on veut aussi, c'est que on aille vérifier un message particulier. Donc, mettons, on va dire, on va rajouter ici dans l'étape de test, vérifier que le message apparaît en haut à droite. Voilà, droite. Voilà, j'écris ça ici, mais je voudrais que ce soit vérifié partout. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au moment où je valide cette modification, IS me propose de propager et me dit où est-ce qu'il va propager. Il va propager dans l'étape de décision, il va propager dans les autres scénarios. Et donc, si je propage cette modification, ici, vous voyez que mes autres scénarios, là, sans faire plus, ils ont vérifié que le message apparaît en haut à droite, qui est apparu ici. Donc, ça me permet de factoriser ces évolutions. Ça me permet aussi d'uniformiser très facilement les écritures, finalement. À partir du moment où j'ai écrit un texte d'une même façon, ben, ça sera reproductible d'ailleurs, à condition que je veuille, évidemment. Donc, je pourrais faire ça assez facilement. Et donc, je peux décider tout de suite de dire, ben allez, hop, on va republier tout ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller mettre à jour les étapes de test. Et maintenant, à l'intérieur ici de IEST, si je enfin à l'intérieur de X-Ray, pardon, si je rafraîchis, je vais avoir ici vérifier que le message apparaît en haut à droite, et il va apparaître effectivement sur chacun des scénarios de test. Donc,
Ici, évidemment, on est sur 4-5 tests, c'est pas tellement problématique, mais imaginez que vous ayez 250 tests dans lesquels on a cet élément-là qui n'est pas forcément très important. Enfin, en soi, je veux dire, du point de vue de l'écriture, on va aller le rajouter, il faudra le rajouter partout. En fait, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que on va discuter entre testeurs et on va dire, tiens, tu ne diras pas de vérifier ce truc-là. Et puis petit à petit, le contenu du test et ce qui va être effectivement testé va dériver, va dévier, et on aura finalement juste dans la tête du testeur le détail précis de ce qui va être effectué. Parce qu'on ne va pas passer son notre temps à modifier le texte à l'intérieur des scénarios de test pour qu'il soit toujours à jour par rapport à ce qu'on cherchait. Alors après, il y a des évolutions plus importantes, hein, c'est des évolutions fonctionnelles. Donc, en l'occurrence ici, hein, ce qu'on va dire, c'est j'ai une nouvelle user story qui arrive, mettons, et puis je vais être amené à faire une évolution fonctionnelle. Alors, mes scénarios de test, ils sont à jour, là, hein, ils ont été publiés dans mon référentiel de test, possiblement déjà exécutés. Donc, je vais faire une évolution fonctionnelle là-dedans. Mon sujet, c'est quels sont les tests qui doivent être modifiés. Alors, en l'occurrence, mon évolution fonctionnelle, c'est de dire la signature du contrat. Jusqu'à présent, il y avait juste une signature, mais en fait, maintenant, je veux rajouter une condition sur le montant du crédit. C'est-à-dire que si le montant du crédit est inférieur à 600 euros, mettons, hein, supposons que ce soit des euros, je reste sur la signature du contrat telle qu'elle est aujourd'hui. Mais si le montant de ce crédit est supérieur à 600 euros, supérieur ou égal en l'occurrence, je vais aller dire qu'il faut la signature du chef de service. Voilà, c'est ça l'évolution fonctionnelle en question. Qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Alors, manuellement, je vais aller regarder chacun des scénarios de test. Si vraiment, vraiment, vraiment j'avais de la chance, il y aura des liens de traçabilité qui m'auront permis de trouver ça, mais je vais douter de leur mise à jour, puisque la mise à jour a été faite manuellement. Donc, je vais me retrouver dans tous les cas à aller vérifier un gros paquet de tests pour voir s'il y a un impact ou pas, à moins d'être de connaître absolument sur le bout des doigts la totalité des tests et savoir pointer directement dessus, ça va prendre quand même beaucoup de temps. Là, on voit ici qu'il y a un scénario qui a été colorié différemment tout de suite, et en fait, c'est celui qui est impacté par la modification. J'ai un montant de 799, et donc on ne peut plus passer par la signature du contrat classique. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure sur les slides, c'est que je peux corriger manuellement directement ici, hein, puisque là, en l'occurrence, c'est assez simple, donc on peut bien le voir, mais il y a des cas où c'est pas aussi trivial, et donc je vais avoir des propositions de mise à jour de mon scénario pour le rendre à nouveau conforme avec cette règle qui est apparue à l'intérieur de mon parcours. Donc ici, une première proposition, c'est de dire on réduit le montant du crédit. C'est pas celle que je veux, alors il y a d'autres propositions qui sont faites, ça m'intéresse pas, voilà, c'est celle-là que je veux. Je veux supprimer cette signature de contrat et à la place mettre signature du chef de service. Ok, on va accepter ça. Et maintenant, mes scénarios sont à nouveau à jour, donc je peux aller republier tout ce petit monde-là. Donc je retourne sur la publication, je me pose surtout pas de questions, et puis je relance la publication. Alors en l'occurrence, les liens de traçabilité, c'est parce que c'est sur un autre projet, c'est pour ça que j'ai un message d'erreur qui me dit non, je trouve pas ce lien-là. Mais voilà, je vais aller mettre à jour l'étape de test correspondante à l'intérieur de mon scénario, finalement, exactement comme si j'avais fait cette évolution à la main directement dans le référentiel. Et là, hop, à nouveau, toujours sur ce scénario-là, on voit qu'il y a signature de chef de service qui arrive. Voilà, donc du coup, on aurait pu faire très rapidement toutes ces écritures et ces modifications, parce qu'on a à disposition un outil qui finalement est le pendant, d'une certaine manière, de ce qu'on va trouver pour les développeurs en tant qu'IDE. Alors, il y a aussi l'aspect secondaire dont je parlais, enfin secondaire, pas forcément secondaire, non, pas du tout, mais on va dire presque effet de bord d'une certaine manière, c'est que le travail du
du développeur avec juste un éditeur de texte, bah, c'est vite usant. J'ai fait ça, donc au début de ma carrière, hein, on prenait l'éditeur de texte, on écrivait le code, et puis après on sortait, on passait sur un compilateur, et puis ça marchait pas, et puis fallait se souvenir que c'était ligne 47 qui avait une erreur de syntaxe, on retournait sur l'éditeur, et on recommençait. C'était chiant, il n'y a pas d'autre mot. Et, euh, et finalement, le travail du développeur est devenu beaucoup plus plaisant et beaucoup plus motivant parce que on a eu ce genre d'outil qui permettait d'aller plus vite et de garder à l'esprit ce qu'on était en train de faire. Ben, le Yes a le même impact, c'est-à-dire que le travail d'écriture finalement qui est rébarbatif hein, sur des tests, et puis aller chercher des trucs et aller rajouter la même phrase dans 40 tests, c'est pas du tout enrichissant pour le testeur. Là, on va le faire une fois et puis ça sera fait. Donc le testeur peut se concentrer beaucoup plus sur le cœur de son métier, hein, sur la définition des tests, et ça va être beaucoup plus motivant que de travailler comme ça que d'avoir affaire à un éditeur de texte sur lequel on va pouvoir avancer. Et bien voilà, j'arrive au terme de ce webinaire. Donc on va pouvoir prendre des questions. Alors je regarde ce qu'il y a. Dans le cadre d'un workflow BDD, est-ce que le Gherkin peut être incorporé dans cette IDE? Alors oui, effectivement. En fait, alors je vous ai pas montré la partie test automatisé parce que on est un peu court en temps de ce côté-là, mais avec Yes, on peut produire dans un référentiel de test pour le test manuel, comme je vous l'ai montré, avec l'exemple de X-Ray, mais on peut aussi faire produire du code ou assimiler pour du test automatisé. Et en l'occurrence, Gherkin, on va considérer ça comme ça, c'est-à-dire qu'on va traduire ce qu'on fait là euh, sous forme textuelle façon test manuel, on va le traduire en given with Z et donc produire des tests. Et ce qu'on constate, hein, c'est que le Gherkin, bah, c'est bien quand j'ai un given, un when, un zen, ou peut-être deux, mais dès qu'on a quelque chose de beaucoup plus conséquent, bah, on retombe sur les problèmes de maintenance qu'on a avec le test manuel. Voilà. Alors, bonjour Sana. On se connaît, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et donc sa question, c'est lors de la publication, est-ce qu'il y a moyen de lier les tests directement à des tests plans ou à des user stories? Alors oui, effectivement. Ça dépend de l'environnement dans lequel on publie. Hein. Si on parle de test plan, là, je pense que ça, tu parles de test plan dans X-Ray. Effectivement, c'est non, non, dans X-Ray. C'est effectivement une option hein, de publication qu'on a. Alors, on n'a pas vu la publication, enfin les liens de traçabilité avec les user stories, parce que je m'étais embrouillé dans mes environnements, mais effectivement, de la même façon, on a des liens de traçabilité qui peuvent être réalisés. En fait, il y a les deux. Hein, entre un test plan et il y avait un test tech, là, mais je ne vais pas rentrer en détail, mais entre un test plan et des tests, il y a un certain type de liens qui sont faits. C'est dans le test plan, on va inclure le contenu enfin, on va contenir les références de test et on va mettre des liens de traçabilité avec des user stories, des features, des épiques. Alors, est-il possible d'avoir des propagations partielles? Dans quel cas ça ferait sens? Alors, effectivement, la notion de propagation d'une modification, hein, j'ai modifié le texte et je l'ai propagé partout. Euh, alors aujourd'hui, il n'y a pas moyen de faire des propagations partielles. Au tout début de Yes, on avait commencé à faire des propagations dans lesquelles l'utilisateur choisissait sur quoi il voulait propager. C'était quasiment ingérable à partir du moment où on commence à avoir des gros volumes. C'est très difficile de dire bah oui, effectivement, dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, non. Donc on a laissé et puis on a mis soit je propage, soit je propage pas. On va peut-être essayer de retravailler un peu ce sujet-là. Alors une autre question, c'est quoi la différence
peut distinguer entre un IDE classique avec lequel on fait de l'automatisation du test, peut-être un plugin automatisation sera plus simple à mettre en place. Alors, oui, effectivement, bonne question, c'est-à-dire que je suppose que Fares qui pose la question est automaticienne ou automaticien, je ne sais pas. Je suis désolé. Et effectivement, quand on utilise des outils de développement pour réaliser du test automatisé, bah, cet aspect IDE, automaticien. Merci et désolé, chat. Quand on utilise un environnement de développement donc pour les développeurs pour faire du test automatisé, bah, effectivement, on bénéficie de tout ça. La particularité de Yeast, en fait, par rapport à ça, c'est d'en séparer la partie fonctionnelle. C'est-à-dire que l'automaticien de test, finalement, quelque part, quand il arrive sur le projet, il va être obligé de refaire l'analyse fonctionnelle pour déterminer quels sont les tests qu'il doit réaliser. Et après, il sera dans son IDE, il pourra. Mais en général, les automaticiens, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup moins que de projets. Donc, il va être assez souvent obligé de, c'est pas une généralité, hein, mais il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles c'est le cas, il va être obligé de naviguer d'un projet à l'autre. Et du coup, bah, il va passer beaucoup de temps à étudier du fonctionnel, en fait, et pas faire son métier d'automaticien, le cœur de son métier, qui est bah, d'écrire des tests automatisés. Et donc, l'idée de Guest par rapport à ça, c'est de dire, bah, finalement, les fonctionnels peuvent faire la partie métier du test, et donc le feront avec Yext, et à partir de là, pourront d'une part communiquer, et d'autre part fournir des squelettes de tests hein, qui seront utilisables par l'automaticien à l'intérieur de son IDE pour implémenter les fonctions, les mots-clés en fait, hein, qui seront à implémenter. Donc c'est ce partage des tâches-là qui va rendre service à la communauté en général. Effectivement, un automaticien tout seul dans son coin, bah, potentiellement, du point de vue en tout cas de, de l'écriture du code pur, il n'aura pas un intérêt particulier à utiliser Jest. Si ce n'est un autre aspect qu'on n'a pas beaucoup abordé, qui est la communication, la collaboration avec le reste de l'équipe. Parce que dire ce que fait un test quand c'est du test manuel, bon, c'est vite pénible à lire, mais quand c'est un test automatisé, ben, la plupart des gens ne comprennent pas ce que fait le test. Donc, Jest est là aussi pour expliquer quels sont les tests et ce qu'ils font. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On est juste dans les temps comme il faut. Donc, il me reste à vous remercier pour votre écoute et votre participation. Voilà, aussi. Je ne sais pas si on a pu répondre à toutes les questions, mais à peu près, peut-être. Il en reste peut-être, mais voilà. Eh bien, il me reste à vous dire au revoir et à vous inviter à revenir chez nous. Hein. Sachez que de toute façon, ce webinaire-ci, comme les autres, euh, est aussi ensuite déployé sur notre chaîne YouTube. Donc, vous aurez l'occasion de voir soit ce webinaire, soit d'autres dans un prochain film. Alors, toute dernière question, mais ça sera vite répondu parce que je ne prends pas parti. Quel est le meilleur outil pour constituer des scénarios de test? Soit HTML extrait, ben nous on a une sorte de devoir de réserve par rapport à ça. Donc on n'exprime pas de préférence. Voilà, désolé. Donc c'est une réponse et une non-réponse. Eh bien, bonne journée à tous et merci de m'avoir écouté. Au revoir.